Bonjour à tous, nous allons pouvoir démarrer. Bienvenue sur cette matinale de la recherche dans le cadre du DRAPS, donc du dispositif régional d'appui en prévention, promotion de la santé Occitanie. Cette matinale est consacrée au programme de santé communautaire et médiation santé de premier recours de la case de santé de Toulouse. Deux mots sur les structures qui sont engagées aujourd'hui sur la mise en place de cet événement. Donc, le DRAPS est un dispositif qui est financé par l'Agence régionale de santé et qui est porté, piloté au niveau régional par l'IREPS, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, IREPS Occitanie. Et le CODES 34, le comité d'éducation pour la santé de l'Hérault, assure la mise en place des missions du DRAPS pour le département de l'Hérault. Donc, les deux associations ont pour objet de soutenir des démarches en éducation et promotion de la santé des acteurs du territoire. Le DRAPS, donc c'est un dispositif pour s'informer, se former et échanger autour des actions en prévention, promotion de la santé sur tous les départements de la région Occitanie. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à explorer le site internet du DRAPS qui détaille un petit peu les missions. Sachant que donc il y a de la formation, il y a les événements comme aujourd'hui de matinale, il y a aussi un colloque annuel, il y a des missions de soutien à la mise en place du service sanitaire, il y a aussi de l'information sur les autres formations qui sont disponibles en Occitanie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller parcourir les différentes rubriques. Il y a de nombreuses ressources bibliographiques également mises à disposition. L'objectif des matinales de la recherche, donc ce sont des rencontres qui ont pour but de valoriser des projets de recherche et de recherche-action en prévention et promotion de la santé. Donc vraiment faire du lien entre la recherche et les actions de terrain. Autour de ces rencontres, l'idée c'est de favoriser les échanges, renforcer les capacités des acteurs, valoriser des projets locaux ou régionaux et évoquer les freins et conditions de réussite d'une recherche interventionnelle. Donc, en ce qui concerne les échanges, c'est évidemment beaucoup plus facile quand on se rencontre en présentiel, mais à défaut, étant donné les circonstances, on a opté pour la visio et donc et le système de chat ou conversé permettra de poser toutes vos questions à l'intervenant. Au niveau du déroulement, donc je rappelle, son coupé, vidéo coupée, posez vos questions par écrit. Il y a la présentation qui va durer à peu près jusqu'à 11 h et ensuite il y aura le temps de réponse aux questions jusqu'à 11 h 30. Avant de démarrer, je voulais simplement vous faire partager la définition de la médiation en santé telle qu'elle est proposée par l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc, la médiation en santé désigne la fonction d'interface assurée en proximité pour faciliter, d'une part, l'accès aux droits, à la prévention et aux soins assurés auprès des publics les plus vulnérables, et d'autre part, la sensibilisation des acteurs du système de santé sur les obstacles du public dans son accès à la santé. Donc, le médiateur en santé a pour rôle de créer du lien et participer à un changement des représentations et des pratiques entre le système de santé et une population qui éprouve des difficultés à y accéder. Le médiateur en santé est compétent et formé à la fonction de repérage, d'information, d'orientation et d'accompagnement temporaire. Il a une connaissance fine de son territoire d'intervention, des acteurs et des publics. Le travail du médiateur en santé s'inscrit au sein d'une structure porteuse en relation avec une équipe et des partenaires. Sans plus attendre, je passe la parole à notre intervenant, Monsieur Fabien Maguin, qui est coordinateur de la case de santé de Toulouse. Merci à tous pour votre attention. Ben, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus dans cet espace numérique un vendredi. Bon, alors, effectivement, avec les objectifs qui ont été affichés pour les matinales de la recherche, le format, il est pénalisant, et y compris dans notre manière de faire à la case de santé. C'est sûr que si nos interventions ont du sens dans ces matinales de la recherche, c'est bien pour essayer de partager par le biais d'échanges avec d'autres acteurs du territoire ce qu'on fait et les intentions qu'on a derrière. Moi, je ne crois pas trop aux grandes interventions académiques. Je vais quand même partager avec vous un document. Mais donc, je vous invite vraiment là d'emblée à utiliser le chat. En gros, utilisons les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour quand même essayer de conserver cette possibilité de construire ensemble à partir de vos interrogations, de vos pratiques, de ce qui fait écho avec ce qu'on fait, à poser d'emblée, même si c'est très général ou si c'est très spécifique, des questions. En gros, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement en venant à cette matinale maintenant? Désolé pour vous, Delphine, ça va vous faire beaucoup de boulot. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est que je puisse raccourcir au maximum mon intervention sous forme de monologue pour que,
peut-être dans un premier temps, je rebondis sur ce que vous aurez indiqué et qu'on puisse faire le jeu de questions-réponses, qui pour moi est plutôt des modalités d'échange, hein, d'essayer de faire se rapporter des réalités différentes. Je crois qu'on a un autre avantage, c'est que bon, généralement, c'est en binôme qu'on fait ça. C'est-à-dire, moi, je suis effectivement à la coordination générale de ce projet expérimental du côté de la case de santé. Puis il y a quelqu'un de l'équipe de recherche qui est associé, que je vous présenterai tout à l'heure, qui intervient en binôme avec moi. Ce n'était pas possible, mais on a quand même la chance, c'est que finalement, Nadine Acharnoé s'est connectée. Et donc, du coup, elle pourra utilement compléter ce que je dirais sur la recherche. Donc, j'ai partagé un document avec vous. Vous ne trouverez rien dans ce document. Voilà. C'est juste un guide pour suivre ce monologue que je veux pas trop long et éviter de vous perdre dans les inévitables digressions que je suis amené à faire. En gros, alors, tac. Sans trop de surprise, voilà ce que je vous propose qu'on fasse. Que je vais d'abord vous apporter des éléments. L'essentiel, c'est des éléments d'information, justement, pour que vous puissiez prendre connaissance de ce qu'on fait et le prendre en compte. Évidemment, sur le contexte de ce projet, d'où il vient, dans quel cadre il se développe. Une série ensuite d'éléments sur le projet lui-même, qu'est-ce qu'on fabrique dans ce projet-là, à la case de santé. Et des éléments sur la recherche ou les différents niveaux de recherche qui s'appliquent sur l'expérimentation qu'on a engagée depuis 2017, pour arriver ensuite à ce temps qui, j'espère, pourra fonctionner malgré des obstacles. Donc, sur le contexte, il faut d'abord que je vous dise des éléments pour ce qui concerne la structure qui porte ce projet et les moyens qui sont mis en œuvre, et des éléments du cadre dans lequel cette expérimentation se développe. Concernant la case de santé, je pourrais passer toute la présentation dessus, mais ce n'est pas ça l'objet. En gros, pour la définir, c'est un projet qui démarre bien sûr avant pour ce qui est de sa construction, mais qui ouvre ses portes en 2006 dans le quartier Arnaud Bernard à Toulouse. Et si on résume son projet de santé le plus simplement possible, il s'articule autour de deux axes qui représentent les intentions initiales de ce projet en 2006. D'une part, de proposer un nouveau modèle de structure de santé de premier recours à la population. Et pour un deuxième axe, de profiter, puisqu'on a cette prétention-là, de réussir à inscrire sur un territoire donné une structure de santé de premier recours qui fonctionne mieux que le modèle dominant, de faire en sorte que cet outil réponde aux situations où les besoins en santé sont les plus forts, mais surtout qu'il ne soit pas aveugle à une réalité que sont les inégalités sociales de santé. Ça, c'était en 2006. Forcément, on est maintenant bientôt 15 ans après et on est obligé de présenter les choses d'une autre manière. Pour ce qui est du premier axe, il faut acter le fait que cette expérimentation lancée à Toulouse en 2006 a effectivement produit un nouveau modèle qu'on appelle aujourd'hui les centres de santé communautaires. Alors, il n'y a rien de parfaitement original dans ça. Ça existe, les centres de santé communautaires, dans d'autres réalités, dans d'autres pays. Pour ce qui est du contexte français, c'est effectivement quelque chose d'original. On n'est pas les seuls, puisque depuis, à partir de cette expérimentation-là, autour de ce modèle, d'autres équipes ailleurs en France ont développé des projets et ont installé sur des territoires. Alors, c'est par exemple à Saint-Denis, dans le quartier des Francs-Moisins, une structure qui s'appelle la Place de Santé. À Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, le village de santé. À Marseille, le château en santé. Et puis, pour les plus récents, à Vaux-en-Velin, santé commune. À Lorient, une structure qui s'appelle Stéthoscope. Et on continue d'accompagner à travers un réseau des centres de santé communautaires maintenant qui s'est formalisé, des projets qui sont en construction dans d'autres villes, à Digne, à Rennes, etc. Donc il y a une réalité vraiment nouvelle là dans l'organisation des soins de premier recours, même si
c'est à une échelle très réduite. On est des microbes par rapport à l'ensemble du système de santé de premier recours. Les grandes caractéristiques de ce nouveau modèle, d'abord, c'est de s'inscrire dans une dynamique en santé communautaire. Et de fait, là aussi, c'est une originalité. Et comme tout processus d'innovation, c'est compliqué à faire, mais surtout, on se heurte à un contexte qui n'est pas favorable. Au-delà de cette inscription dans une dynamique en santé communautaire, sur laquelle on pourra revenir, hein, bien sûr, il faudra le détailler, l'autre caractéristique, c'est de proposer du coup un travail en équipe, en soins primaires et en pluridisciplinarité. Donc être d'abord en capacité de répondre aux besoins en soins primaires de la population du territoire sur lequel la structure s'installe. Nous, on travaille beaucoup autour du médecin généraliste pour sa fonction d'omnipraticien, en gros, puisqu'on s'inscrit dans une dynamique où il s'agit de travailler en santé globale. Il faut aller le plus loin possible dans l'accompagnement des personnes à ce premier niveau et savoir mobiliser les niveaux secondaires et tertiaires pour leurs compétences spécifiques, mais pas leur remettre complètement le travail, parce que ça, on connaît, et on sait aussi les conséquences sur les parcours en santé, ça fractionne, ça cloisonne, et ça n'aide pas les personnes à être actrices ou moteurs de leur parcours en santé. Mais dans ce modèle-là, en fonction des besoins du territoire, il y a des professionnels différents qui vont y travailler. Mais grosso modo, on va retrouver des médecins généralistes, infirmiers, infirmières, parfois avec des cadres d'exercice particuliers, qui sont la coordination des parcours, ou travailler en coordination avec les médecins généralistes autour des pathologies chroniques, ou du travail en éducation thérapeutique des patients. Sages-femmes, parfois des kinés, parfois des orthophonistes. Enfin, en gros, l'idée étant de composer une équipe à la fois avec des champs de compétences différents qui ont la capacité de répondre aux besoins en santé, mais aussi de produire une synergie entre les différents champs d'intervention de ces professionnels de santé-là. Les professionnels de santé ne suffisent pas. Ça, c'est un des éléments fondamentaux du travail en santé globale. Et il faut pouvoir y adjoindre d'autres types d'intervenants en santé aussi. On va les considérer comme des soignants à part entière, alors que globalement, dans le système, on ne va pas les reconnaître comme tels. On pense en particulier au travail social. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de ce modèle de centre de santé communautaire, qui amène parfois à ce qu'il y ait autant de travailleurs sociaux que de médecins généralistes dans les équipes, par exemple. Mais qui sont absolument nécessaires dans le travail tel qu'on le développe. D'abord parce que travailler en santé globale, ça veut donc dire avoir la capacité d'appréhender les personnes et leur situation dans leur globalité. Et donc ça, dans le travail coordonné d'équipe, l'apport du travail social est assez déterminant. Mais aussi parce que, et on rejoindra le deuxième axe, à partir du moment où on veut intervenir sur les déterminants de la santé, et là en l'occurrence c'est les déterminants sociaux de la santé, il faut pouvoir avoir une capacité d'action. Les travailleurs sociaux l'ont de ce point de vue-là. Alors on nous renverra aussi assez souvent que, ben, oui, mais il y a d'autres systèmes dans le droit commun d'action sociale et d'intervention sur les déterminants sociaux de la santé. Mais il faut bien faire le constat que dans le maillage, les trous sont de plus en plus grands et que de plus en plus de personnes échappent à la couverture du travail social. Et deux, qu'on est plutôt à nouveau dans un contexte de cloisonnement où d'un côté, il y a les professionnels de la santé et de l'autre côté, il y a les professionnels du social. Et donc, la qualité du travail est largement déterminant de la capacité à se coordonner, ce qui se fait de manière bien plus favorable quand on est dans une équipe, en gros quand on intègre les différents professionnels dans le même contexte professionnel, que sur un mode partenarial qui, en fonction des réalités des différents partenaires, du contexte, du temps, des moyens, des financements, pourra être mis en difficulté. Ce qui m'amène du coup à une autre caractéristique qui est cet aspect coordonné du travail d'équipe. Donc ça passe par des modalités d'organisation du travail où on va chercher à décloisonner et à articuler les différents niveaux d'intervention et les différents professionnels. Très concrètement, ça veut dire avoir des réunions d'équipe à la fois qui s'occupent à la fois de la manière dont on travaille, mais aussi des situations. Hein. Donc,
si on prend l'exemple de la case de santé, ce n'est pas forcément le cas dans tous les autres centres de santé, chacun a ses modalités. Et nous, toutes les journées démarrent par une réunion d'équipe autour des situations des personnes qui sont en rendez-vous ce jour-là et qui nécessitent de la coordination, soit sur un mode faible, c'est-à-dire transmission d'informations pour que le ou les professionnels qui vont voir la personne dans la journée soient au fait des actions à conduire, soit sur un mode beaucoup plus ambitieux de stratégie qui va participer du coup à construire un parcours en santé à proposer à la personne et dans laquelle l'impliquer. Mais c'est aussi d'autres outils qui nous sont nécessaires. C'est-à-dire que le travail qu'on réalise à la case de santé, on ne pourrait pas le réaliser si on n'avait pas un dossier unique qui est composé en différents volets et où les différents corps de métier vont pouvoir à la fois consigner les actions conduites et les éléments d'information, les antécédents, etc. Et utiliser cet outil-là dans le travail de coordination. Si on cherche à présenter la case de santé aujourd'hui, c'est 5 médecins généralistes, il y a des postes d'infirmiers qui ne sont pas pourvus. Et dans le contexte de la case de santé, on est dans une situation très compliquée depuis quelques années, avec un point de saturation atteint depuis bien longtemps maintenant. Voilà. Donc ça indique aussi qu'on n'est plus en capacité de développer le projet autant qu'on l'entendrait. Sages-femmes, des accueillants et des accueillantes, une équipe de médiation en santé évidemment, des postes de psychologues, des travailleurs sociaux qui composent ce qu'on appelle le pôle santé-droit, j'y reviendrai aussi là-dessus, et puis des fonctions support avec un service administratif et une personne qui assure l'entretien des locaux. Alors côté lutte contre les inégalités sociales de santé, là aussi, du coup, je vous ai dit, l'intention, elle était de ne pas être aveugle à ces réalités-là et de se donner les moyens d'intervenir dessus. Donc, d'une certaine manière, le modèle que j'ai décrit en grande ligne auparavant montre déjà cette capacité à intervenir sur les inégalités sociales de santé en intégrant le travail social, en intégrant des fonctions d'accueil qui sont aussi assez essentielles. C'est-à-dire que ce qui est proposé à la population, ce n'est pas un lieu de service où on va accéder à du soin, mais un lieu qui s'inscrit dans un territoire qui peut devenir un lieu refuge où on vient quand on est en grande difficulté, quand on a besoin de trouver une oreille qui va entendre la difficulté dans laquelle on se trouve, ou tout simplement prendre un café et rencontrer d'autres personnes usagères du centre de santé. Mais ce qu'il faut pouvoir se dire aussi sur cette dimension de lutte contre les inégalités sociales de santé, c'est que globalement, cette équipe de soins primaires telle qu'on l'a décrite, elle a besoin de ressources pour pouvoir intervenir sur ces situations-là. Et ces ressources, elles n'existent pas par définition. Ça rejoint un peu ce que je disais sur le caractère innovant. Le contexte n'est pas prêt en gros. Donc ça a amené aussi la case de santé dans son histoire à développer des fonctions, des missions ou des programmes particuliers qui ne sont pas propres à ce que devrait faire un centre de santé communautaire, mais qui apportent plus une capacité d'action sur le territoire. Donc le pôle santé-droit, ce service composé de 4 assistants de service social, et puis des stagiaires, et puis on aimerait qu'il y ait un poste de juriste aussi, parce que c'est des fonctions assez essentielles, va à la fois assurer le suivi, l'accompagnement social des usagers et usagères de la case de santé pour une partie, et à la fois développer des missions expertes, support sur le territoire. Et quand là on dit territoire, il ne s'agit pas du quartier sur lequel on est implanté, mais plutôt un territoire qui a la dimension de l'agglomération toulousaine, voire au-delà. Voilà. Et à quels besoins ces fonctions-là répondent-elles? Ça, c'est assez marqué par aussi l'histoire de la case de santé, c'est-à-dire quel type de personnes on a accueilli en étant installé dans ce quartier populaire de centre-ville de Toulouse. Donc beaucoup d'immigrés, beaucoup de grands précaires, et que sur ces réalités sociales-là, c'est typiquement là où il y a eu besoin de développer des missions expertes particulières. Le droit des étrangers est mouvant, ça je pense que tout le monde l'aura remarqué, il y a globalement une réforme quasiment tous les ans. Donc il y a une très forte insécurité, on va dire, législative et réglementaire autour des réalités de vie des immigrés. Et ça met en difficulté les services de droit commun. Il y a de plus en plus d'expertise à un niveau pointu à tenir à jour pour pouvoir
répondre à certaines situations. Je pense en particulier du coup, à un programme qu'on a développé depuis longtemps maintenant autour de l'accès au titre de séjour pour raisons médicales. C'est typiquement un droit fondamental pour une personne étrangère qui est sur le territoire que de pouvoir, à partir du moment où sa pathologie est grave et que la possibilité d'être soigné dans son pays d'origine n'existe pas, elle puisse accéder à ce droit, puisque derrière, c'est le séjour et donc du coup tout un tas de réalités qui vont aussi jouer sur sa réalité de santé en termes d'accès aux droits, d'accès à des prestations, etc. Cette question-là, elle met en difficulté, je pense, à peu près tous les professionnels de santé de premier recours et un peu au-delà. Voilà. Alors, j'ai pas tout dit sur la case de santé, mais si je continue, il restera pas assez de temps pour le reste. Toujours dans le contexte du projet, donc c'est le cadre dans lequel on s'inscrit. Et c'est un appel à projet que le ministère de la Santé lance, donc, en 2016. Là, les éléments que je mets sur les diapos, c'est plus pour vous inviter, si ça vous intéresse, à aller chercher ensuite sur Internet. Vous les trouverez très facilement. Mais globalement, c'est la loi de 2016, donc dite loi de modernisation du système de santé, qui ouvre le cadre d'expérimentation dans lequel on s'est engouffré. C'est un des nombreux articles de cette loi, l'article 92, qui propose que pour 5 ans, il y ait des projets qui se développent à titre expérimental sur le territoire, avec cette vocation d'accompagner sur toutes les dimensions de vie des personnes, en visant particulièrement les personnes qui souffrent de maladies chroniques ou qui sont exposées à ce risque, dans leur parcours en santé, en visant une meilleure autonomie pour elles. Alors, je ne sais pas si vous voyez quand même la formulation de la fin. L'accompagnement a pour but l'autonomie de la personne et permet à ces personnes de disposer des informations, des conseils, des soutiens et des formations leur permettant de maintenir ou d'accroître leur autonomie, de participer à l'élaboration du parcours de santé les concernant, de faire valoir leurs droits et de développer leur projet de vie. Imaginez qu'en fait, cet article soit l'article unique de la loi de 2016. En fait, ça proposerait une vraie révolution au système de santé et pas seulement une modernisation. Si on devait mettre tous les moyens pour répondre à ce besoin-là, qui est identifié dans cet article, et non pas seulement des projets expérimentaux, on voit bien que ça remet en question tout un tas d'organisations et de moyens de notre système de santé, puisque aujourd'hui, sur tout ce qui est indiqué là, on est en grande difficulté. Cet article-là spécifique avec ce cadre expérimental, il a été précédé d'un rapport qui a été élaboré par Christian Saout, qui aujourd'hui est à la Haute Autorité de Santé, mais qui a longtemps été président du CIS. Ce rapport, il s'appelle Cap Santé. C'est pareil, je vous l'indique pour que vous ayez le chercher, si ça vous intéresse, tout ça. Parce que globalement, de la même manière que je vous disais que en gros, on n'est pas prêt en France pour la santé communautaire encore à ce stade, ben, ce rapport, il apporte des éléments autour des dynamiques de santé communautaire et le fait que ça se traduise dans un article de loi, c'est quasiment la première fois qu'il y a la valorisation et l'introduction de tels concepts dans la manière dont on pense à la santé en France. Ce n'est pas un extrait du rapport que je vous indique, mais c'est toujours un extrait du cahier des charges de l'expérimentation, de l'appel à projet, mais il indique ce qui est retenu en termes de définition de l'accompagnement à l'autonomie en santé. Il s'agit de mettre en œuvre des actions d'information, d'éducation, etc., comme on l'a vu, mais ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus explicite. D'abord, il ne s'agit pas uniquement des personnes avec une pathologie chronique ou à risque d'eux, mais des personnes qui éprouvent des vulnérabilités en santé. Nous, on s'inscrit beaucoup plus par rapport à ce cadre-là, qui est plus large, et dans une visée de renforcement de ses capacités à opérer ses propres choix pour la préservation ou l'amélioration de sa santé. Et là, on est beaucoup plus du coup dans les notions de santé communautaire, et il est même indiqué qu'il s'agit d'empowerment. Donc ça, c'est aussi une notion qui émerge un peu plus, mais qui est déjà bien rodée au-delà de nos frontières. Voilà. Et pour revenir du coup au cadrage de l'appel à projet, vous trouvez là l'objectif principal, renforcer les capacités des personnes à opérer leurs propres choix pour la préservation et l'amélioration de leur santé, et quelques objectifs secondaires. Donc en gros, quand nous on a vu cet appel à projet,
évidemment qu'on va y répondre. Et d'ailleurs, si cet appel à projet avait été lancé non pas en 2016, mais en 2005 ou 2006, il permettait sans doute de donner un autre cadre de développement du projet de la case de santé, en tout cas des conditions un peu plus favorables. Voilà. Et on décide d'y répondre aussi parce que, eh bien, sur ce qui est exposé, et compte tenu de l'ouverture qui est proposée, à la différence d'autres cadrages d'appel à projet, là, tout était ouvert et en particulier la reconnaissance de modalités d'intervention en santé communautaire nous permettait d'y aller, quoi. Alors, on aurait pu mettre tout le projet de la case de santé, mais évidemment, ça n'était plus l'objet. Donc, si un peu un pas de côté par rapport à notre intention initiale, si on prend tous les éléments de notre projet, je pense qu'on a retenu essentiellement ce qui n'existe pas vraiment aujourd'hui dans le système de santé tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que des médecins, on en a dans l'équipe, mais il y en a ailleurs, des infirmiers aussi, des travailleurs sociaux aussi. Donc, en fait, ce n'est pas là-dessus qu'il y avait vraiment lieu de conduire une expérimentation, en sachant que dans notre état d'esprit à la case de santé, une expérimentation, ce n'est pas juste pour bricoler et se faire plaisir, mais c'est pour arriver à une démonstration. On parle de modes d'intervention sur lesquels on a des éléments et des convictions, et on l'expérimente avec l'idée qu'on en fait la démonstration de l'efficacité, de l'efficience, etc. Le cadre, alors je ne l'ai pas précisé, mais il permet ça puisque ce que le ministère a souhaité, c'est des expérimentations sur 5 ans, donc c'est relativement long, avec des budgets qui par ailleurs étaient peu limités, donc l'adéquation entre les moyens et les objectifs était possible. Mais dans l'idée du ministère, il s'agit au bout des 5 ans d'avoir une évaluation dont on parlera tout à l'heure, mais suffisante pour envisager la généralisation de certains de ces dispositifs à l'échelle nationale. Donc, si on prend le note, par exemple, ça veut dire que la question qui se pose, c'est au bout de 5 ans d'expérimentation, est-ce que ce qu'on aura développé en termes de médiation santé de premier recours et de travail en santé communautaire peut être généralisé sur l'ensemble du territoire? Et donc, ces deux éléments-là, la médiation en santé et le travail en santé communautaire, c'est bien parmi ce qu'on fait, ce qui est le plus absent du paysage et sur lequel il y avait sans doute le plus d'enjeux à faire des démonstrations. Donc ces 3 axes-là qui vous sont, rapidement indiqués, médiation en santé premier recours, dynamique collective en santé communautaire et métier et formation de la médiation en santé, c'est ce qui structure ce projet expérimental. Sur ce premier axe de médiation en santé de premier recours, alors il se trouve que la définition qui a été exposée de la Haute Autorité de Santé, la médiation en santé, est concomitante au début de notre projet. Donc, y compris quand on a commencé à se poser la question de comment on définirait, nous, la médiation en santé, on a eu un travail qui a fait des allers-retours entre ce que la HAS mettait en consultation publique et ce qu'on travaillait, nous, de notre côté. Sur bien des points, ça se rejoint. Qui a disparu de la définition que avait élaborée initialement, qui est la question de la neutralité. Dans le premier projet de définition, il était question de ça, c'est-à-dire que les agents qui font de la médiation en santé sont neutres. Ça, c'était un vrai point de décalage avec nous, puisqu'on a toujours considéré qu'en aucun cas ça n'était possible, que le médiateur ou médiatrice en santé soit neutre. Si elle est dans cette position d'interface entre une population et un système, si on veut faire simple, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que cette relation entre les individus et le système est asymétrique. Et donc, si on est en position de neutralité, en réalité, dans ce système asymétrique, on est du côté du système et pas du côté des personnes. Donc, notre parti pris a été de bien affirmer le fait que nos équipes de médiation étaient du côté des personnes qu'elles avaient accompagnées et du côté le plus loin possible, y compris avec toutes les limites que ça peut engendrer. En partant de la réalité de vie des personnes qui parfois est telle qu'il y a du refus de soins, il y a du non-recours aux droits, etc. Donc, voilà, nous, c'est équipe de médiation qui est positionnée au contact direct d'une population et qui va engager des modalités d'action qui vont répondre aux objectifs qui ont été un peu listés, c'est-à-dire informer, soutenir, orienter, mais surtout
en proposant ça dans un cadre d'accompagnement, dans une logique d'accompagnement des personnes. Donc cette logique d'accompagnement, on n'a pas le temps de détailler, mais évidemment, elle emporte des, des réalités qui peuvent être variables. Un accompagnement, c'est sur une certaine période, mais parfois cette période-là, elle peut être très longue. Cette période-là, elle peut connaître des interruptions, il peut y avoir des débuts d'accompagnement, et puis plus rien, une rupture, et puis une reprise, etc. Alors, sur les modalités concrètes d'intervention, ça prend des formes très différentes. Ça va de permanence à des parcours de veille. Donc, on déambule dans le quartier et donc là, le contact avec la population se fait de manière aléatoire, mais calé en fait sur les rythmes de vie de la population et pas sur la logique d'intervention des équipes de médiation. Ça peut être des visites à domicile. Voilà. Il y a quand même des fonctions un peu clés qui ont été identifiées, deux qui sont particulièrement classiques, qui sont celles d'aller vers et de faire avec, qu'on va retrouver dans d'autres corps de métier, dans le travail social, etc. Là, en tout cas, dans la logique qu'on veut développer, c'est sûr que la fonction d'aller vers est déterminante. En aucun cas, c'est un dispositif qui peut se contenter, par exemple, de formes d'intervention comme les permanences, où il s'agit que les personnes viennent au dispositif pour que quelque chose soit possible. Là, l'accent est mis sur l'inverse. Il faut aller au contact des personnes et puis faire des propositions. Ensuite, la personne réagit ou pas, mais c'est cette fonction. Faire avec, ça veut dire, en fait, c'est un miroir, c'est ne pas faire à la place d'eux, et donc du coup de remettre les clés du camion à la personne et d'être en position de soutien. Mais ça, c'est la logique communautaire aussi qui appuie ce positionnement-là. Et puis quand même deux autres fonctions qu'on a identifiées et que le travail de l'équipe de recherche a pu confirmer, qui est d'être ensemble et de faire ensemble. Alors, ça peut être joué sur les mots, mais en réalité, ces deux fonctions clés supplémentaires sont très liées à la logique en santé communautaire. Être ensemble, c'est-à-dire que l'équipe de médiation, évidemment, ce sont des professionnels. Il faut leur donner les moyens d'exercer ces fonctions-là sur un mode professionnel. La HAS fait bien de dire que ça doit être des personnes qui sont compétentes, formées et qui s'inscrivent dans des équipes. Sinon, ça n'est pas possible. Donc, être ensemble, c'est un peu au-delà, c'est une équipe de professionnels, mais qui s'inscrit dans le territoire de vie de la population, dans le rythme de vie de la population, qui se présente comme tel et qui est reconnu comme tel. Alors là, c'est valable pour l'équipe de médiation, mais si on élargit le spectre et qu'on passe sur le centre de santé communautaire, c'est aussi ça. Et si on est un lieu refuge, c'est parce qu'en fait, c'est un lieu qui est vraiment inscrit dans son territoire et dans le paysage tel que la population du territoire se le représente. Faire ensemble, c'est différent de faire avec. Faire avec, je le redis, c'est un peu en négatif, c'est-à-dire ne pas faire à la place d'eux. Faire ensemble, c'est aussi dire que l'intervention professionnelle, en fait, elle s'inscrit dans un cadre plus collectif et que ce dont il s'agit principalement, c'est bien d'amener des groupes, des collectifs à agir par eux-mêmes sur des réalités qui touchent leur santé. Voilà, très rapidement sur la médiation en santé. Encore un élément quand même, c'est que du coup, sur le plan géographique, ce projet il a été pensé avec une montée en charge et que progressivement, on parte d'un territoire qui est celui sur lequel on est implanté, Arnaud-Bernard, mais qu'on déploie aussi ce dispositif de médiation en santé et de santé communautaire sur initialement deux autres territoires, qui sont deux autres quartiers populaires de Toulouse, un quartier au nord qui s'appelle les Isards et un quartier au sud qui s'appelle Ampalo. On a dû réorienter ce projet courant de l'année dernière pour ne retenir qu'un seul des deux quartiers et ça a été le quartier des Isards. Bon, je pense que vous avez des informations sur la situation dans ce quartier. Ce n'est pas un territoire sur lequel on trouve un contexte très favorable en ce moment pour le travail qu'on se propose de faire. Sur la dynamique en santé collective, sur la dynamique collective en santé communautaire, alors là, du coup, on est vraiment dans un cadre propre à la santé communautaire. On cherche à ouvrir des espaces collectifs où des personnes vont pouvoir s'engager, pas seulement se rassembler, s'engager autour d'une réalité commune. Il faut bien quelque chose qui fasse commun pour qu'il y ait cette logique communautaire qui se mette en place et où il va pouvoir se produire du travail en santé. Je pense que c'est une question vraiment importante pour visualiser un peu ce qu'on fait. C'est bien de se poser la question de qui produit le travail en santé
Et la santé communautaire, elle renverse un peu les schémas habituels à cet égard-là. On est plutôt, il faut se le dire quand même, dans un système où la production du travail en santé, ce sont les professionnels de santé qui le réalisent, même si ça peut se faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on explique bien aux personnes, on leur explique les étapes, on les accompagne dans ces étapes, etc. La santé communautaire, elle dit vraiment tout autre chose. Elle dit le travail en santé, c'est les personnes qui doivent le conduire, et les professionnels, pour le coup, c'est dans cet espace-là qu'ils doivent inscrire leurs interventions. Dans le cadre du projet expérimental, on s'est dit qu'il fallait essayer d'ouvrir un maximum de possibilités, puisque ce ne sont pas des pratiques qui sont très ancrées en France. Donc, ouvrir un maximum de possibilités pour que ces espaces puissent exister. On a pensé au moins à 3 niveaux, 2 qui sont thématiques et un niveau qui est territorial. Le premier niveau thématique, c'est autour de questions de santé. Donc, ce qui va faire commun aux personnes qui vont se rassembler dans ce groupe-là, c'est un état de santé, une question particulière par rapport à une pathologie ou le fait de vivre avec une pathologie chronique. Bon, je pense que les modes d'entrée, là, du coup, ce sont des logiques que vous comprendrez facilement. Le deuxième type d'espace thématique, c'est de partir des conditions de vie. Donc là, on retrouve plutôt l'approche en santé globale et puis la prise en compte des ISS, c'est de se dire qu'il est aussi important de proposer à la population de travailler sur les déterminants de la santé, et en particulier les déterminants sociaux de la santé, que sur les questions purement de santé. Et que même parfois, ça peut être plus efficace, mais que surtout, ça peut être aussi des possibilités d'intervention concrète des personnes plus, plus concrètes, on va dire, voilà, et sur lesquelles ils vont se sentir beaucoup plus de légitimité ou de possibilités d'action. Le troisième niveau, du coup, c'est le niveau territorial, c'est de chercher à ce que sur le quartier concerné, on arrive à créer une dynamique collective qui parte d'un diagnostic qui soit réalisé par les habitants et les habitantes elles-mêmes, diagnostic en santé du territoire, et d'engager derrière une logique d'intervention. On a identifié les facteurs favorables et les facteurs défavorables sur notre territoire par rapport à la santé de la population. Et on se propose du coup des modes d'intervention pour changer la réalité et donc changer ces déterminants-là. Voilà. Et donc, le troisième axe ne fait qu'enrober tout ça, c'est-à-dire que puisqu'on va conduire ça concrètement pendant 5 ans, ça va être aussi l'occasion de se pencher sur ce nouveau métier, la médiation en santé, et sur les conditions nécessaires à réunir pour que les missions qu'on propose à la médiation en santé soient possibles. Je reprécise, on se positionne vraiment en premier recours, hein, donc c'est-à-dire d'introduire cette médiation en santé à ce niveau du soin primaire, et donc s'articulant avec les acteurs du soin primaire, et non pas comme on a pu le constater au travers de la multiplicité d'expérimentations qui ont déjà eu lieu sur la médiation en santé, qui ont déjà montré tous les avantages qu'il y a à conduire ce type d'action-là, et qui étaient plutôt avec des entrées populationnelles. Voilà. Et sur la dynamique communautaire aussi, hein, on pense à des personnes qui vivent avec le VIH en santé mentale, ou alors sur des conditions de vie particulières comme les bidonvilles et les squats, où là, des actions de médiation ont déjà été conduites. Voilà. Alors, si on prend un tout petit peu de distance par rapport au concret, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en œuvre, il y a quand même 3 niveaux d'expérimentation un peu différents qu'on met en œuvre. Bon, le premier niveau, c'est celui des interventions, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait et quels effets produisent ces interventions-là, que ce soit en individuel par les accompagnements ou en collectif dans les ateliers en santé communautaire. Il y en a un autre qui est celui des contextes. C'est pas la même chose d'engager ce projet-là sur les 2 quartiers qu'on a retenus. Et il y a surtout une spécificité très particulière, je pense, dans l'expérimentation qu'on conduit, qui est d'avoir ce gros avantage d'intégrer le travail de médiation en santé de premier recours et le travail en santé communautaire à une structure adaptée
qui intervient elle-même dans le soin primaire, ces centres de santé communautaires. Et le troisième niveau, parce que vous l'avez vu, en fait, c'est des avantages de tout ce que je vous présente, c'est que c'est quand même un projet très ambitieux et donc du coup, ça charge, ça charge les équipes de médiation qui doivent faire le boulot. Hein. Elles sont à la fois sur l'individuel, à la fois sur le collectif, à la fois sur le mode réflexif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça donne, quel métier ça construit. Donc ça, c'est quand même relativement exigeant. Mais ça a cet avantage que de chercher aussi les combinaisons qu'il y a entre les différents modes d'intervention, les passerelles qui se construisent entre l'accompagnement individuel et le travail collectif, mais aussi les passerelles entre les différents espaces de travail collectif. Un espace en santé voilà, qui propose aux personnes qui vivent avec le diabète de se réunir, va pouvoir produire aussi des projets et des passerelles vers d'autres espaces thématiques. Alors on en vient à la recherche, qui est normalement le sujet central. Il faut vous dire qu'il y a deux niveaux de recherche autour de cette expérimentation. Mais c'est le cas aussi de tous les autres projets qui ont été retenus. Il y a la première vague de projets, c'était 19, je crois. Ensuite, on doit être autour de 40 projets en France qui se sont développés dans le cadre de cet article 92. Bon, avec des réalités tout à fait différentes et très variables. Il y a parfois des projets qui sont très hospitaliers. Je pense à un hôpital en particulier qui réfléchit à la transition entre la santé des enfants et la santé des adultes autour des ados. Ça peut être des projets très précis autour d'une pathologie qui va construire un outil numérique qui favorise le parcours des patients atteints par cette pathologie. Et puis un projet comme le nôtre qui a ce dimensionnement beaucoup plus général et des modes d'intervention beaucoup plus étendus, on va dire. Donc deux niveaux de recherche. D'abord une équipe de recherche qui est associée. Donc c'est là-dessus qu'on va apporter le plus d'attention aujourd'hui. Donc ça faisait partie du cahier des charges. Toutes les équipes devaient pouvoir proposer une équipe de recherche et un projet de recherche qui s'intègre au projet conduit et qui va conduire à une évaluation au niveau local, on va dire. Et puis un deuxième niveau, qui est celui que le ministère a construit et qui a produit un cadre évaluatif national qui va passer à la moulinette tous les projets qui ont été conduits pendant ces 5 années-là. Alors, quelques éléments du coup sur notre recherche, au travers d'infos sur méthodes et axes de recherche, méthodologie de travail collaboratif. D'ailleurs, j'aurais pu mettre méthodologie de travail collaborative, mais... Alors... donc, au moment de déposer le projet, on a sollicité l'IFERIS. On avait déjà quelques contacts avec des personnes de l'IFERIS et puis, vu l'orientation qu'on souhaitait donner à notre projet expérimental, ça nous a semblé être une équipe qui était à même, d'une part, de prendre en compte les sujets qu'on allait mobiliser et d'autre part, de jouer le jeu de cette recherche qui chemine en même temps que l'expérimentation et d'une certaine manière, s'inscrit dans le cadre d'une recherche interventionnelle, même si de fait il y a un léger décalage, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc l'équipe elle est composée de Nadine du coup qui participe à la réunion et qui pourra compléter tout à l'heure, Nadine Acharnoé qui coordonne du coup l'équipe de recherche, Jean-Charles Basson qui est co-directeur de l'IFERIS à présent, Thierry Lang qui est l'ancien directeur de l'IFERIS, Laurence Boulagaf qui est en thèse et dont une partie du coup du travail de thèse porte sur un volet de recherche de ce projet. Et puis différentes personnes qui, soit par le biais de stages, soit par le biais de missions, sont venues renforcer l'équipe présentée là. Le cadre évaluatif national, franchement, je ne vais pas vous en dire grand-chose parce que là aussi, c'est un gros morceau et ça prendrait beaucoup trop de temps, mais vous savez qu'il existe. Alors, sur les axes de recherche, le projet qui a été construit par l'équipe de recherche a posé 4 niveaux d'évaluation. Alors, le premier, c'est les effets des interventions mises en œuvre sur les publics accueillis ou accompagnés. En gros, c'est d'aller, sur cette idée d'évaluation, d'aller chercher ce que produisent
les modalités d'accompagnement individuel et de travail en santé communautaire dans les réalités des personnes accompagnées. Alors, c'est essentiellement un travail de sociologie des carrières. Je n'ai pas présenté non plus les champs des différents intervenants de l'équipe de recherche, mais compte tenu de ce qu'on entend faire, et puisqu'il s'agit quand même dans une logique de dégager des éléments probants, l'épidémio, elle ne sert pas à grand-chose dans ce qu'on fait. Et il s'agit vraiment d'aller chercher dans les sciences humaines et les sciences sociales des méthodes et des axes de travail qui permettent d'aborder le sujet. Donc là, c'est essentiellement sociologie des carrières, sociologie des dispositions, qui vont pouvoir inscrire en fait les interventions qu'on conduit dans un parcours et de voir ce qui change dans le parcours de cette personne-là. Le deuxième volet, c'est l'aspect organisationnel et d'innovation sociale. Donc ça, c'est un volet sur lequel il y a déjà des éléments. Si vous attendez des éléments de conclusion de cette recherche, ben, c'est trop tôt. Il nous reste encore une année d'expérimentation et ce travail-là, il est toujours en cours, mais il y a des éléments partiels et en particulier sur le caractère d'innovation. Il y a un texte qui a été publié, je pense qu'on pourra vous le diffuser après cette intervention, qui établit de manière assez nette le fait que ce type de dispositif, c'est une innovation sociale et que ça mobilise des modalités organisationnelles qui sont spécifiques, mais tout à fait possibles à engager. Le troisième niveau, il est sur la question de la transférabilité. Donc ça, c'est une question quand même assez importante. C'est-à-dire, on expérimente un dispositif et puis si la vocation est généralisée, il faut bien se poser la question de comment ça se passe. Il ne s'agit pas de plaquer ce qui aura été fait à un endroit ailleurs. Généralement, c'est la condition absolue de l'échec de ces processus. Donc, et pareil, c'est assez dans la logique du cahier des charges, c'est d'aller chercher les fonctions clés qui permettent, un, la faisabilité de ce qu'on fait, et deux, les effets positifs attendus sur les états de santé des personnes et leur parcours. Là, on a choisi l'équipe de recherche a choisi un modèle qui s'appelle le modèle FIC, fonction clé, implémentation et contexte. Peu importe le modèle qu'on choisit, mais c'est vraiment cette logique qui est importante. C'est de réfléchir aux fonctions essentielles qui sont nécessaires et qui opèrent dans nos dispositifs, mais surtout de chercher la relation avec le contexte. En quoi le contexte détermine et en quoi le dispositif modifie le contexte, parce que sans ces éléments-là, la transférabilité elle sera très limitée. Et dernier point, évaluer la qualité du processus de médiation en santé et des activités de médiateurs, médiatrices, pairs ou non pairs. Mais en focalisant un peu sur cette réalité de médiateur pair, c'est pas anodin. Et donc là, c'est un travail qui va d'abord chercher comment on arrive à la médiation en santé dans un parcours professionnel et quelles sont les actions qui sont mises en œuvre dans la médiation en santé par ces équipes. La méthodologie de travail est évidemment collaborative, vu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc, c'est une recherche-évaluation qui est participative, c'est-à-dire qu'on fait évoluer et de manière sur un dialogue entre l'opérateur de l'action, c'est-à-dire nous, l'équipe de terrain et l'équipe de recherche. Voilà. Alors, quand on la caractérise, c'est ça, une recherche-évaluation plurielle, réflexive et collaborative. Cette démarche de co-construction qui n'exclut pas non plus les personnes inscrites dans le dispositif. Un partage de connaissances, de travaux scientifiques, de pratiques d'intervention qui se fait dans les deux sens et en continu pendant tout le temps de l'expérimentation. C'est-à-dire que concrètement, on se propose des séminaires réguliers avec l'équipe de recherche et dans ces séminaires-là, il va pouvoir y avoir de la place pour tout un tas de trucs, mais notamment dans un sens, l'équipe de terrain qui se pose des questions sur une notion ou des modalités d'intervention et l'équipe de recherche qui va mobiliser les publications et les travaux scientifiques déjà réalisés. Et dans l'autre sens, l'équipe de recherche qui pose une question et qui amène l'équipe de terrain à travailler sur cette problématique-là. Et voilà, j'en ai terminé pour le monologue. Et j'ai tenu le temps.
Merci beaucoup, Monsieur Maguin. On a une première question donc d'une coordinatrice d'un contrat local de santé qui souhaiterait en savoir plus sur les médiateurs pairs. Ouais. Alors, on fait une batterie ou une par une? On va faire une par une, oui, si ça Ok. vous va. Alors, médiateur pair, en gros, ça veut dire qu'on va mettre en fonction d'exercer la médiation en santé des personnes qui euh, pourraient être concernées par l'action de médiation elle-même. Donc des personnes qui connaissent par le vécu, par l'expérience, les réalités de vie des populations auxquelles on va intervenir. Ça a beaucoup été développé dans ce que j'indiquais auparavant, c'est-à-dire que par exemple la médiation santé mentale a assez largement mobilisé des personnes qui ont eu un parcours avec des difficultés en santé mentale et qui ont pu expérimenter ça. À une autre échelle, là, par exemple, si on réfléchit au niveau du territoire, ça peut être des personnes qui, évidemment, habitent, ont habité, mais en tout cas, ont expérimenté ces conditions de vie-là. Je dis expérimenter, c'est pas le... Enfin, je pense que c'est la question essentielle. C'est-à-dire que professionnellement, ce qui va être mobilisé par ces professionnels particuliers qui sont les professionnels pairs, c'est des compétences professionnelles, une posture, etc., mais avec une particularité qui est d'aller chercher sur un mode personnel, dans sa propre expérience, ce qui va faire richesse comme modalité d'accompagnement des personnes. Alors, à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire que ça peut être tout simplement un avantage qui va permettre de créer la relation, le contact de manière privilégiée. Mais si on déroule ça sur toute cette logique d'accompagnement, ça amène à des choses beaucoup plus fines, qui sont très sensibles, on va dire, sur pour le coup, des compétences nouvelles qu'on a du mal à définir. Mais c'est aussi, et ça c'est le versant négatif, une mise en fragilité, en difficulté, parce que c'est pas rien, et ça je pense qu'on n'est vraiment pas au bout des travaux autour de ces réalités-là, que de se mobiliser, de s'engager personnellement à ce point-là. De toute façon, là, on a identifié que la médiation santé ne peut pas se faire s'il n'y a pas un minimum d'engagement personnel dans ces missions et fonctions-là. Mais là, il s'agit quand même d'aller chercher ce qui fait euh, vraiment d'intime dans son expérience de réalité de vie. Et donc, du coup, ça nécessite, on va dire, des dispositifs autour des travailleurs pairs qui permettent de rendre ça soutenable. Voilà. Donc, Comme dans un traumatisme. Pardon. ce Comme sont quand des personnes qui vont faire la formation de la même manière de médiateur. Ouais. Ah oui, alors après, on va les. En gros, on a une équipe, on cherche à ce qu'il y ait à la fois des pairs et des non-pairs. En gros, là, dans les profils qui sont venus dans nos équipes de médiation, il y a à la fois des gens qui ont un métier, qui ont une profession et parfois une profession de santé, et qui, dans leur parcours professionnel, décident à ce moment-là d'investir leurs compétences et leur volonté d'intervenir d'une autre manière, par le biais de celle de la médiation en santé. Je pense en particulier à des profils infirmiers, sur lesquels on voit bien que ça a du sens à partir du moment où ça faisait aspiration pour ces personnes-là et où les compétences construites dans une carrière d'infirmier ou d'infirmière apportent des atouts dans l'exercice de la médiation en santé. D'autres profils, du coup, sont pairs, anciens habitants du quartier ou alors qui ont eu un parcours en santé particulier. Et puis, en fait, il y a aussi des ni pairs ni pros. Parce qu'il peut aussi y avoir des intervenants sociaux dans les profils qu'on a pu rencontrer. Mais après, l'idée, c'est effectivement de les engager de la même manière. C'est-à-dire qu'ils forment équipe ensemble et que ce soit l'intégration ou la formation professionnelle, c'est le même type de matière qu'on leur propose. La seule spécificité, je dis encore, c'est comment on soutient ces professionnels pairs autour de cette réalité si sensible et qui les engage de manière sans doute plus particulière que les autres professionnels. Justement, qu'est-ce qui est mis en place spécifiquement pour les soutenir? Alors, nous, quand on s'inscrit dans cette démarche expérimentale,
On le fait avec notre manière de faire, c'est qu'on est assez artisan. Et donc, du coup, c'est aussi en expérimentant qu'on a construit petit à petit des réponses, mais des groupes d'analyse de pratique, de la supervision, de trouver les modalités internes à l'équipe de médiation aussi qui lui permettent de partager les situations. Voilà. Ça, ce sont des conditions qu'on a déjà identifiées et qui sont assez nécessaires. Le travail en équipe étant vraiment une réalité décisive. Hein. Là, pour le coup, on n'est pas au bout de l'expérimentation, mais ça renforce ce que je disais sur les éléments qu'ont apporté, en particulier la Haute Autorité de Santé. Hein. Attention à toutes les volontés de déployer des dispositifs de médiation qui seraient isolés. Ça peut partir d'une très bonne intention en se disant bon, ben, sur telle thématique ou dans tel territoire, il y a absolument lieu de réinjecter de l'humain de manière à ce que la population retrouve un contact possible avec le système de santé ou d'autres voies d'accompagnement. Le fait d'être isolé, quand bien même on aurait la possibilité de construire des partenariats hein, en mobilisant les ressources du territoire autour des situations de vie des personnes, s'il n'y a pas ça, de toute façon, c'est casse-gueule, la médiation en santé. Au-delà de ça, le fait de pouvoir s'inscrire dans une équipe, en particulier pluridisciplinaire, où il va y avoir des acteurs même plus légitimes dans la santé, on voit bien qu'il y a aussi des niveaux de légitimité qui sont très variables et que, a priori, la légitimité d'un médiateur ou d'une médiatrice en santé est infiniment plus faible que celle d'un médecin dans les représentations. Donc, tout ça compte beaucoup et ce n'est pas juste comment dire, une revendication pour la médiation soit de qualité. C'est pour que la médiation soit vraiment possible, il faut pouvoir l'inscrire dans des équipes, et en particulier des équipes pluripro. Et au niveau de la case de santé, vous dites qu'il y a une équipe de médiation. Ça représente combien de personnes actuellement? C'est 6 personnes. Ouais, il y a eu, en tout cas, c'est aussi l'histoire de ce projet. Hein. On a démarré avec 3 qui étaient l'équipe configurée pour les 2 premières années sur le sol de quartier d'Arnaud-Bernard. Donc, avec ces réalités-là, c'est un quartier populaire du centre-ville qui est un quartier d'usage pour une grosse partie de la population immigrée et précaire de Toulouse, et qui est aussi un quartier où des gens habitent, mais où il y a un phénomène de gentrification massif, on va dire, qui est en cours depuis quelques années et qui produit aussi des effets. C'est-à-dire que entre l'image du quartier et les gens qui viennent s'y installer, il y a un hiatus de plus en plus important. Et on peut avoir cette réalité-là d'un quartier où des gens l'habitent sans l'habiter vraiment. Et où nous, en étant installés dans ce quartier-là, il y a un centre de santé, mais l'essentiel des usagers et usagères de la case de santé, en fait, habitent ailleurs et dans tous les quartiers de Toulouse. Donc ça a été la première configuration de se dire ces 3 personnes vont intervenir à la fois sur le centre de santé et donc proposer la médiation en santé en individuel, en collectif, avec les usagers et usagères de la case de santé, et puis aussi une dimension ouverte sur le quartier en allant vers la population du quartier et en proposant des choses hors les murs. Et ensuite, quand il s'est agi de déployer sur un autre territoire, on avait la capacité de composer une équipe avec 3 autres personnes. Voilà. Initialement, c'était une équipe de 6 qui allait sur 3 quartiers, donc pour avoir 2 binômes un binôme sur chacun des quartiers. Quand on réoriente le projet, et parce qu'on a commencé sur le territoire des Isards, bon, on est aussi dans cette logique expérimentale, donc il faut pouvoir tenir ce qu'on fait. Il nous a semblé que là, 3 personnes n'étaient vraiment pas de trop. Même si ce ne sont pas 3 temps plein, les postes sont à 28 heures hebdomadaires. Vous avez évoqué dans le fonctionnement de la case de santé, donc des réunions d'équipe chaque jour autour des situations des personnes. Les médiateurs, du coup, sont associés aussi à ces réunions? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, tous les professionnels qui vont être mobilisés ce jour-là, en rendez-vous ou sur l'accueil, vont participer à cette réunion. Alors, bon, pour le coup, c'est un cadre spécifique. Hein, c'est l'équipe de soins primaires telle que c'est défini dans les textes. Et donc, du coup, y compris le secret médical se gère dans ce cadre-là. Donc, il peut y avoir partage d'informations médicales
Bien sûr que la personne a donné son consentement, hein, c'est-à-dire que le principe de base, c'est que la personne, elle sait dans quelle structure elle est, comment on fonctionne, et elle adhère à ce fonctionnement. Donc, elle est d'accord pour que, d'une part, elle voit des professionnels différents en fonction de ses demandes, et que ce travail qui lui est proposé se réalise en équipe et donc, du coup, de manière coordonnée. Mais historiquement, la médiation en santé, avant qu'on soit dans ce projet expérimental, euh, c'est quelque chose qui est d'emblée dans le projet, hein, en 2006, à deux niveaux. Se dire la médiation santé, c'est à la fois une fonction, et ça appartient à tous les professionnels qui s'inscrivent dans cette équipe et qui se mettent dans une dynamique de santé communautaire. Il ne suffit pas que je sois médecin avec tout mon savoir et ma capacité de diagnostic et l'arsenal thérapeutique dont je dispose. Il faut aussi que j'intègre cette fonction de médiation et que je sois dans cette posture de je soutiens le patient ou la patiente avec qui je travaille et je lui produis du travail qui lui permet à elle de faire son propre travail en santé. Et puis, au-delà de cette fonction, le fait que ce soit aussi beaucoup plus riche de le mettre de manière spécifique sur des postes de travail, donc des postes de médiation en santé. Et le choix qui avait été fait initialement, c'était que ces professionnels soient à l'accueil et que ce soit toujours les premières personnes de l'équipe que les usagers et usagères qui passent la porte rencontreront. Voilà. Et cette réalité-là, ensuite, montre des choses très intéressantes et que la relation qui se construit entre les usagers et usagères et les professionnels de la médiation en santé est d'une nature tout à fait différente de la relation qui se construit avec les autres professionnels de santé, et qu'à partir de ça, à la fois ça apporte des éléments de travail pour une équipe qui s'inscrit en santé globale qui sont tout à fait nécessaires, c'est-à-dire qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas ces professionnels avec ce mode de relation avec les personnes, mais aussi une capacité d'intervention, en particulier de soutien, d'explication, qui renforce le travail d'équipe. Donc ça a toujours été à l'accueil. Le projet pilote, il a permis de sortir ce travail-là de l'accueil. Donc maintenant, on a des accueilleurs et accueillantes et une équipe de médiation qui est différente. Est-ce que parfois les personnes sont associées aux réunions d'équipe sur les situations qui les concernent? Non, pas aux réunions d'équipe. En revanche, il va y avoir des possibilités de rendez-vous à plusieurs. En particulier quand on est à une étape d'un parcours de santé ou qu'il y a une question particulière de stratégie. Le travail qui aura été fait en équipe pour élaborer sa stratégie, elle sera présentée à la personne pour pouvoir lui expliquer, qu'elle comprenne bien quelles sont les étapes là, qui se profilent et comment on lui propose de travailler. Et ce travail d'explication, là, de remise en main aussi, hein, elle peut se faire à plusieurs. Merci. Une question autour du réseau des centres de santé communautaires dont vous avez parlé au début. Comment est-ce que s'appelle ce réseau? Est-ce qu'il est joignable? Bah, alors, il est joignable par nous, les différents centres de santé communautaire. Il n'a pas encore vraiment de nom parce que là, on est en phase de formalisation, de créer la structure. Cette structure, pour nous, elle est à la fois la possibilité d'afficher auprès des pouvoirs publics cette réalité naissante des centres de santé communautaire dans le paysage français, parce que ça pose tout un tas de questions. Hein. Là, on n'a pas le temps, mais en réalité, tenir un modèle tel que je l'ai décrit, ça relève de la gageure encore aujourd'hui. Hein. Nous n'avons toujours pas stabilisé au bout de 15 ans. Les collègues qui ont décidé de se lancer dans leurs aventures respectives à Échirol, Marseille, ont connu aussi des galères, même si nous, on a essuyé tellement de plâtre que ça a servi à leur propre dynamique. Donc il y a ça, mais il y a surtout le fait qu'on est convaincu qu'on a besoin de dépasser nos réalités spécifiques dans chacun des quartiers sur lesquels on est installé pour disposer d'outils en commun en termes de formation, de retour d'expérience. On se fixe un cadre qui est relativement comparable entre les différents centres de santé communautaire, mais il s'y fait des choses tout à fait différentes et qui peuvent nous inspirer mutuellement. Donc, voilà. Et puis, tout le travail d'accompagnement des projets en gestation ou naissant, voilà, pour l'instant, c'est des fonctions qu'on réalise en plus de notre boulot sur nos structures et qu'il s'agirait là très prochainement de pouvoir confier à une structure mutualisée.
Donc pour l'instant, pour contacter le réseau, il vaut mieux passer soit par la case de santé, soit par le village de santé, le château en santé, en fonction de là où vous êtes, hein, au plus proche, quoi. Il y a une autre question qui était, est-ce que les médiateurs accompagnent physiquement les personnes dans le système de soins, au sein des hôpitaux, auprès des spécialistes, etc. Alors, on n'exclut aucune modalité a priori dans la phase expérimentale. Et après, effectivement, il y a des modes d'intervention qui commencent à se stabiliser parce que ça montre des effets significatifs. L'accompagnement physique, son problème, c'est la consommation de moyens. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qui va le plus mobiliser en termes de temps de travail l'équipe de médiation. Mais en même temps, c'est souvent ce qu'il y a de plus décisif. C'est-à-dire qu'au-delà de en gros, c'est la capacité de la personne à se mobiliser dans ses différents rendez-vous extérieurs. Il y a des réalités de vie qui rendent ça parfois insurmontable. Et je ne parle pas uniquement du ticket de titre de transport qui n'est pas accessible et qui fait que des personnes vont rater des rendez-vous essentiels dans leur parcours. C'est aussi voilà, dans cette logique de renforcement des capacités à différents niveaux, un truc assez essentiel. Ça va lever des craintes, ça va lever des réticences. Il faut aussi se dire que les personnes, alors on travaille beaucoup avec des situations qui sont assez extrêmes, on va dire, et on dit personnes en situation de vulnérabilité, en situation de précarité. Je crois qu'en utilisant ces expressions-là, on ne mesure plus en fait la réalité de vie des personnes. Et en particulier, on va négliger le fait que, par exemple, le non-recours, c'est une réalité dans un parcours où il y a eu beaucoup de recours avant, beaucoup de recours empêchés, beaucoup de recours décevants, beaucoup de recours qui n'ont pas abouti à une réponse satisfaisante par rapport à la demande de la personne, et que ça crée aussi des difficultés dans un parcours. L'accompagnement physique, il va permettre ça. Il va permettre d'autres choses aussi qui sont assez essentielles. C'est des questions de compréhension. Et qu'est-ce que la personne fera après ce rendez-vous, des éléments qui auront été produits. Donc ça permet de revenir à ce que vous avez bien compris, et puis éventuellement de faire des recherches ensemble après. Et l'autre élément, pareil, elle passe souvent sous le tapis, c'est que cette intervention de tiers entre une personne et des professionnels change radicalement la donne. Il ne faut pas se leurrer, il y a des réalités de discrimination qui sont générées par notre système de santé, par l'organisation du droit commun, et que parfois, alors que jusqu'à présent ça n'avait pas abouti ou que la personne était particulièrement insatisfaite de la relation avec le tiers intervenant, le fait que le médiateur ou la médiatrice soit là change le rapport entre les deux personnes. Et le change de manière favorable pour le coup. Merci. On a une question qui concerne la formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la formation spécifique en médiation en santé? Alors, oui et non, puisque toujours dans ce cadre expérimental, en fait, le plan de formation, on le fait évoluer au fur et à mesure. Notre logique de travail autour de ça, ça a été beaucoup une logique d'aller-retour, c'est-à-dire de ne pas faire de la formation un préalable. Il y a des éléments qui sont préalables, c'est-à-dire il faut pouvoir se définir ce qu'est la médiation, les différentes modalités d'intervention, qu'est-ce que ça mobilise comme compétences, est-ce qu'elles sont là, est-ce qu'elles ne sont pas là, les histoires de posture et de positionnement. C'est effectivement des questions qu'il faut pouvoir aborder avant que les équipes de médiation elles soient sur le terrain, on va dire. Mais pour le reste, on a trouvé ça beaucoup plus favorable que de jouer ce jeu-là, de mettre au feu des équipes de médiation sur les missions qu'elles se proposent et de prendre un pas de côté et de se dire, bon alors, comment ça se passe? Où sont les difficultés? Est-ce qu'on est capable de voir ça sur un mode compétences à acquérir, compétences à développer, ou est-ce que ce sont des outils qu'il faut pouvoir créer? Voilà, c'est plus ce processus-là, et donc du coup, le résultat, il sera à la fin. Mais on a déjà construit quand même un plan de formation assez large,
donc qui va s'occuper de principes, de valeurs, comme j'ai pu les exposer, mais qui pour le reste prend en compte une réalité, là pour le coup aussi, qu'on peut partager, qui je pense fera quelque chose d'assez constant dans les tentatives de médiation en santé, en particulier de premier recours, qui est qu'on va demander en fait à ces équipes de fait, dans leur mission, d'avoir un spectre d'intérêt, de capacité d'orientation, d'information qui est très très large. Ça va de l'accès au droit, à l'accès aux soins, à des éléments d'information sur des pathologies. Enfin, en gros, et puis le mode de partenariat que les équipes de médiation vont devoir construire est aussi très très large. Le nombre d'intervenants qui sont susceptibles d'exister dans un parcours en santé est très grand, de nature diverse, avec des gens qui travaillent de manière différente. Tout ça, parce qu'on positionne l'équipe de médiation en interface, de fait, ça lui demande d'ouvrir le plus largement possible ses champs d'intérêt, ses partenariats, etc. Quand on dit connaissance fine de son territoire et de son environnement, ça dit quand même déjà aussi beaucoup. Et donc, du coup, il faut pouvoir proposer dans le cadre de la formation professionnelle à la fois des éléments sur l'accès au droit, les politiques sociales, mais aussi des intervenants du champ de la santé, de la promotion en santé, de l'éducation pour la santé, du système de premier recours. Voilà. Donc, en gros, il n'existe pas de formation qualifiante au niveau national. Là, c'est vous qui l'organisez en interne en faisant appel à des Ouais. partenaires extérieurs selon les spécificités. Ouais. Ah oui, alors j'oublie plein de choses. Heureusement qu'il y a les questions. Nous, parce qu'on était dans ce cadre expérimental et qu'on met la question de la formation professionnelle dans l'expérimentation, effectivement, on essaie d'avoir un processus de travail qui construit quelque chose. L'existence de formation au niveau national, etc., c'est une question très particulière. Nadine pourra sans doute rebondir. Il existe énormément de choses et la plupart des propositions de formation n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et après, ça suit une logique très particulière qui, pour nous semble un handicap par rapport à ce qui devrait se développer, en tout cas ce qu'on pense qui devrait se développer à l'avenir autour de la médiation en santé. La formation professionnelle des équipes de médiation, si elle devait être voilà votre formation, voilà votre diplôme derrière, allez-y, vous pouvez exercer la médiation, ça va appauvrir complètement le champ de la médiation et surtout ça va empêcher des dynamiques de travailleurs-pairs. Donc, la logique que j'ai décrite un peu plus avant, elle pourrait se déployer plutôt sur une logique de VAE, on va dire, même si ce n'est pas le cadre existant de la VAE. Mais en gros, c'est ça, il y a quelqu'un qui se trouve en situation de travail et pour laquelle on va proposer des actions de formation tout au long de son premier temps de parcours professionnel et à partir de ces réalités spécifiques d'intervention et d'exercice de la médiation. Voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait, le fait qu'on s'inscrive dans une dynamique de santé communautaire, pour nous, ça induit aussi un élément un peu essentiel dans la formation professionnelle, qui est de s'inscrire dans une logique d'éduc-pop. Et que donc, du coup, il faut pouvoir construire des outils d'éducation populaire en santé à mettre à disposition des équipes de médiation en santé. Je pense que d'autres équipes pourront faire le choix de se dire, en fait, les techniques qui sont déjà éprouvées d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique sont suffisantes. Nous, on a pensé que non, et que puisqu'il s'agissait de travailler sur les questions d'autonomie des personnes quant à leur santé, et donc de pouvoir, comment ces personnes-là retrouvent du pouvoir de décision, du pouvoir sur leur parcours, du pouvoir sur leur état de santé, en fait, on est dans une logique d'émancipation. Et que de ce point de vue-là, les mouvements d'éducation populaire, même s'ils ont que trop rarement investi le champ de la santé, avaient produit des logiques d'intervention, des outils, des manières de faire sur lesquelles on pouvait travailler pour les transposer dans notre champ d'intervention à nous. Une autre question. Une structure qui souhaite aussi arriver à inclure dans ses programmes des personnes relais, des médiateurs pairs. Du coup, peut-être la question derrière serait comment
comment la personne en fait est repérée et amenée à être médiateur pair? Ouais. Alors, je ne peux pas faire de généralité. En tout cas, de notre expérience à nous, ça a toujours été un repérage qui a été réalisé par l'équipe professionnelle. Avant ce projet expérimental, on a déjà intégré dans l'équipe du centre de santé communautaire des usagers et des usagères dans des fonctions professionnelles, en particulier sur les postes accueillants, accueillantes et médiateurs et médiatrices en santé. Ouais. Pour l'instant, effectivement, c'est un repérage de l'équipe professionnelle qui observe, voit l'évolution de la personne dans son parcours, combien peut-être aussi c'est lié, combien elle acquiert petit à petit des capacités, des dispositions qui vont dépasser sa seule réalité à elle et qui va pouvoir être transposable dans l'appui à d'autres personnes. Après, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas, hop, on a un déclic et puis on pense à telle personne et on le fait. S'il y a repérage, c'est qu'il y a un processus qui se partage forcément en équipe. Et puisqu'on a aussi cet avantage d'avoir des espaces collectifs qui existent à la case de santé, même avant le projet expérimental, c'est aussi des espaces qui sont particulièrement propices à ça. On va voir évoluer les personnes, on va voir comment elles interagissent avec leurs pairs, quelles fonctions elles prennent dans cet espace-là, comment elles sont ressources. Ce sont ces éléments-là qui vont être assez indicateurs de quelque chose. Et puis ensuite, il y a la volonté de la personne, c'est-à-dire que le repérage ne suffit pas. Le repérage, il permet juste de dire en fait, on sent que tu as des capacités particulières. Est-ce que tu ne voudrais pas les mettre en œuvre sur un mode professionnel en intégrant une équipe et en réfléchissant aussi aux conditions qui sont nécessaires pour que cette intégration soit possible et que cette professionnalisation, on va dire, soit possible. Et puis, il y a tout un tas de... parce que là, on parle de travailleurs pairs, mais il y a aussi l'autre idée, c'est-à-dire de personnes relais. Ça aussi, c'est une fonction un peu essentielle dans les dynamiques communautaires. Dans les expérimentations qu'on conduit, par exemple, dans tous les ateliers, on essaie de faire en sorte qu'il y ait, et c'est une question qui vient tout le temps dans les bilans qu'on fait avec les groupes, est-ce que quelqu'un se sent, pour un prochain cycle, de changer de position? Et puis, au lieu d'être participante comme ça a été vécu là, dans ce groupe-là, sur le prochain cycle qu'on appelle tronc commun, par exemple, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous se sentirait de passer en co-animation avec le médiateur ou la médiatrice qui prendra en charge ce groupe-là? Ce n'est pas toujours couronné de succès, mais c'est arrivé et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça veut dire que ces dynamiques, elles sont possibles et que ce qui les rend possibles, c'est le travail qu'on fait. En revanche, là, on n'est vraiment pas au bout du boulot. C'est en fait les conditions qui rendent ça nécessaire. C'est que c'est pas évident. Cette fonction-là, elle est vraiment pas évidente parce que déjà pour un professionnel mobiliser ses ressources à partir des ressources expérientielles, c'est compliqué. Pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, qu'on met juste en situation d'intervention pair-pair, ouais, c'est pas aisé. Donc, il faudrait aussi réfléchir, en fait, c'est ce qu'on a identifié, on n'est vraiment pas au bout du travail, mais il faudrait aussi réfléchir à quelle formation on propose aux personnes qu'on souhaite voir comme personnes relais ou comme pairs intervenants. C'est des personnes qui ont besoin de soutien. Il peut y avoir quelque chose d'assez naturel, mais en fait, il n'y a pas que ça, quoi. Nadine Acharnoé est connectée. Vous souhaitiez compléter peut-être? Ah non, non, Fabien dit des choses très, très complètes. Donc, non, c'était juste s'il y avait des questions particulières ou sur les processus de recherche ou sur la question que Fabien vient de pointer sur comment on passe d'une expérience de patient ou d'usager de la case à un poste de co-animation, voire de médiation en santé. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler, oui, effectivement. Ce sont des conditions. Après, pour information simplement, je crois que vous avez sur votre site à l'IREPS, vous devez avoir ce rapport sur la formation en médiation en santé en France que j'ai fait à la demande de l'Agence régionale de santé. Il y a maintenant, ça commence à dater, ça doit être de 2016, dans lequel j'avais fait une analyse à la fois de la médiation de ses usages, de ses définitions et des formations qui étaient proposées en France.
et qui sont effectivement rarement professionnalisantes et essentiellement proposées par le secteur d'intervention sociale et très rarement par le secteur de la santé. Voilà, je voulais le signaler parce que c'est une préoccupation qui est encore très peu forte dans le domaine des professions de santé. En tout cas, voilà, je voulais préciser ça. Merci. Le rapport est disponible sur votre site. Et on pourra remettre le lien ou le renvoyer donc aux participants. Pour le renvoi, voilà, Merci beaucoup. Il y avait des questions plutôt d'ordre pratique, donc sur combien de personnes sont suivies en moyenne par l'équipe de médiation, et ensuite au niveau du financement des postes de médiation, est-ce que c'est pris en charge à 100% dans le cadre de l'appel à projet ou est-ce qu'il y a des cofinancements? Voilà, combien de personnes, c'est vraiment la question piège. Un piège dans le sens où là, il faudrait que j'ai les éléments en tête et je les ai pas forcément, et que c'est très variable en fait en fonction des moments et des quartiers. C'est pas la même chose sur les ISA, sur Arnaud Bernard. Et là où ça me met surtout en difficulté, c'est que on n'a pas voulu calibrer. Et on se rend compte que c'est peut-être un tort parce que je l'ai rapidement évoqué, mais les missions qu'on me propose, ça met sous tension l'équipe de médiation. C'est-à-dire que ce ne sont pas des missions faciles, c'est éprouvant, hein, c'est ça que je veux dire, quoi. Mais du coup, oui, je pense que la question qu'il y a derrière, c'est en fait combien de postes de médiateurs il faut pour combien de personnes, quoi. Et puis, je vous l'ai dit aussi, les processus d'accompagnement, ils sont variables. Il y a des accompagnements qui vont être très brefs, parce que c'est à une séquence du parcours en santé que l'intervention, là, elle est décisive, et puis c'est là que ça se passe. Pour le coup, c'est ce dont avait besoin la personne. On ne va pas forcer la personne à rester dans le dispositif, parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir les effets sur l'autonomie de cette personne-là. Et puis, il y a des choses qui sont très hachées. Il y a des accompagnements qui vont être très longs, qui vont demander beaucoup de temps pendant 15 jours, du répit pendant une semaine, et puis à nouveau beaucoup de temps pendant 15 jours. Je sais pas, je dirais que dans des conditions un peu compliquées, je pense qu'il y a au moins une dizaine d'accompagnements assez intenses en simultané par personne de l'équipe de médiation, quoi. Il y avait un autre bout à la question, je crois que je l'échappe. Après, c'était sur le financement Oui, des le financement, postes. ouais. Oui, non, mais là, pour le coup, tout le dispositif présenté, c'est-à-dire le temps de travail de l'équipe de médiation tel que je l'ai présenté, à la fois sur les accompagnements individuels, à la fois sur le travail en collectif, plus un poste de chargé de projet qui permettent l'appui opérationnel et le suivi du projet, et puis un bout de temps de coordination générale du projet. Tout ça est financé sur le budget de l'appel à projet. Les financements de médiation en santé, ben pour le coup, voilà, notion émergente, il se trouve que les financements n'ont pas encore émergé en masse, que globalement, là où on trouve des financements sur les fonctions de médiation en santé, c'est via des appels à projets. Donc, voilà, ça veut dire champ d'intervention sans doute limité et précarité des moyens avec peu de possibilités d'inscrire cette fonction-là sur la durée, ce qui est un vrai problème. Comme la question des réseaux des centres de santé communautaires a intéressé aussi, là, vu qu'il y a eu une question, on travaille aussi à bien construire le modèle de ces centres de santé communautaires en ayant identifié les fonctions qui nous sont essentielles. Et depuis peu, on a un cadre de dialogue avec le ministère, parce que par définition, comme ce modèle-là ne rentre pas dans les cases, on n'a pas toutes les lignes de financement qui permettent de financer les fonctions essentielles à ce modèle. Donc là, on est en train de travailler ça avec le ministère. La médiation en santé en fait partie, comme le travail social, l'accueil. Et donc, du coup, au moins pour les réalités centres de santé communautaires, on devrait arriver à ce que dans les années qui viennent, il y ait des financements structurels qui permettent d'installer des équipes de médiation dans ces structures-là. Voilà. Pour le reste, je pense qu'encore pendant un moment, comme c'est le cas en Occitanie, il va falloir compter sur des appels à projets et mobiliser ces financements-là avec toutes les limites que ça comporte. Je pense qu'il y a un temps entre le terrain et l'institutionnel, voilà, on connaît bien, c'est un grand classique. En plus, en France, il faut tout le temps qu'on expérimente même des choses qui ont été établies par ailleurs. Enfin, je pense,
On expérimente des dispositifs qui disent que, en fait, quand on travaille en santé, en particulier en santé mentale, c'est plus favorable si la personne elle est dans son logement que si elle est à la rue. On va faire une expérimentation quelques années pour se dire qu'effectivement, on fait un travail en santé préférable, plus favorable quand la personne elle a son logement. Donc là aussi, c'est pareil. Je pense qu'on est encore dans une séquence où il va falloir montrer et démontrer des fonctions, des effets de la médiation en santé pour qu'il y ait des financements qui s'établissent de manière un peu plus pérenne. Il y avait eu un appel à projet de l'Agence régionale de santé Occitanie l'an dernier en faveur de dispositifs de médiation, mais on ne sait pas encore si ça va être reconduit. On arrive au terme en fait de cette matinale. Il y a eu quelques questions, je regrette, qui n'ont pas pu être posées, mais donc on vous les transmettra par ailleurs, Monsieur Maguin. Merci à tous pour votre participation et attention. On n'a pas évoqué aussi, mais je rappelle qu'il y a des formations courtes initiation à la médiation qui sont donc proposées par la Case en Santé dans le cadre du DRAPS, donc qui sont consultables pareil sur le site du DRAPS à la rubrique formation. Merci encore à tous. Merci infiniment, Monsieur Maguin, pour votre présentation, pour la réponse à vos questions. Excellente fin de semaine à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous.